souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Je commence par quelques informations administratives. Je me présente, je m'appelle Marinette Porchet, je suis infirmière au CHUV, c'est pour ça que cette conférence a lieu ici même. Cette conférence est la 7e d'un cycle qui a pour titre général le présent du futur, dont les thèmes particuliers sont toujours les mêmes: spiritualité, humanité, écologie. Pour moi, les trois éléments sont indissociables et indispensables. C'est le seul chemin vers une humanité en paix, avec tous ses particularismes sur une planète saine. Pourquoi le présent du futur? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour demain. Le but des conférences n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de développer réflexion, conscience et action par le ressentir. Développer notre perception et notre regard par l'intelligence du cœur. C'est par le cœur que nous développons notre humanité, notre spiritualité. Et pour moi, il en va de même pour notre attitude écologique. C'est avant tout un acte de générosité, donc d'humanité. Les conférences sont au nombre de 2 par année et c'est toujours la même affiche qui les annonce. Le présent du futur est devenu depuis peu une association créée avec Madame Anne-Marie Keller et Camille Heger, elle-même responsable de la Fondation Diagonale. Cette association est à caractère non lucratif, libre de toute influence religieuse, politique, sectaire ou autre. Son but est de soutenir des projets écologiques et humanitaires dans le monde. Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, le bénéfice de ce soir ira entièrement pour les œuvres de Willy Randin. Je dédie cette 7e conférence à ma fille Myriam, décédée en 2000 et qui reste toujours mon mentor, mon inspiration et ma raison d'être. Je la remercie. Un grand merci aussi à tous ceux qui participent bénévolement à la réalisation de ces conférences. L'œuvre de Willy Randin que nous avons invitée ce soir est aussi énorme qu'elle est extraordinaire et surtout très efficace. Au départ, il y a la volonté de faire le bien. Comme pour Tony El Suisso, pour qui habituellement je donne le bénéfice de mes ventes, que j'ai écouté en conférence pas plus tard que hier soir. Ces 2 hommes ont donné toute leur vie au service de l'humanité, et cela en complète abnégation, en total désintérêt financier ou quelconque gloire, un vrai don de soi, et à partir de là, une immense énergie bienfaitrice parcourt le monde. Nous avons invité Willy Randin parce qu'il est tout à fait dans la ligne que nous nous sommes fixés dans notre association, c'est-à-dire réunir les 3 éléments: spiritualité, humanité, écologie. Humanité parce qu'il est un pionnier de la solidarité par les multiples projets qu'il a créés partout dans le monde avec Nouvelle Planète, par le lien qu'il a su tisser entre les peuples du Nord et du Sud, et le soutien inconditionnel aux femmes des pays dits pauvres, car de lourdes charges pèsent sur elles. Écologie, parce que tous les projets prennent en compte le respect de la nature de multiples façons, par exemple les fours et les séchoirs solaires, le reboisement, la réalisation du compost, etc. Il est vital que les populations de ces pays retrouvent une autonomie alimentaire, qu'ils ne soient plus soumis à l'ordre occidental, globalisé, pur et dur, mais il est tout aussi vital que nous, ici, nous changions notre attitude personnelle pour devenir une société plus solidaire, moins gaspilleuse et moins superficielle. Et spiritualité, parce que le fondement de tout cela, c'est la relation entre l'humain et la nature, c'est la recherche du sens de la vie, c'est le désir d'un monde plus juste, plus beau, relié au sacré de la vie. Merci d'accueillir Willy Randin. Eh bien, mesdames, messieurs, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci de votre présence ce soir. Merci Marinette Porchet de cette introduction si sympathique. Et je dois dire que ce thème de spiritualité, humanité, écologie entre tout à fait dans le cadre que j'ai essayé de donner à Nouvelle Planète, dans l'esprit de Nouvelle Planète, un esprit d'ouverture par-delà les frontières et les continents, mais également un esprit de respect de l'autre, partant de ce qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il vit, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il aimerait faire, et puis également un esprit de reconnaissance de la valeur de l'autre, de sa valeur, de sa qualité de vie, et
comment met sur pied beaucoup de camps de jeunes et de camps d'adultes. Il y avait 16 camps de jeunes durant cet été. Maintenant, il y a 6 camps d'adultes qui viennent de rentrer. Et puis il y en a même encore un dans le terrain. Et quand tous ces gens reviennent de leur camp, ils nous disent « mais on a tellement été impressionnés par la qualité de vie des populations qui nous ont reçus, par leur solidarité, leur sens du partage, que finalement ce qu'on a pu nous apporter, c'est tellement peu de choses face à ce qu'on a reçu de ces populations. » Et j'ai construit une nouvelle planète sur l'éthique du respect de la vie d'Albert Schweitzer, parce que j'ai eu le privilège de diriger son hôpital à Lambaréné, au Gabon, et puis par la suite, j'ai étudié toute son œuvre. Et c'est vrai que c'est un homme qui est assez impressionnant, déjà par le fait qu'à l'âge de 21 ans, dans un moment de réflexion sur lui-même, sur sa vie, il a décidé d'organiser sa vie de telle façon que jusqu'à 30 ans, il se consacre aux activités de son choix. C'était déjà la théologie, puisqu'à 28 ans, il était professeur de théologie à l'université de Strasbourg. C'était la musique, et à 27 ans, il avait déjà écrit ce livre, encore utilisé dans les écoles de musique, Jean-Sébastien Bach, le musicien-poète. Et puis il était philosophe, il était historien, mais à 30 ans, il commence des études de médecine, parce que c'est alors comme médecin qu'il est persuadé qu'il pourra vraiment se mettre au service de l'humanité. Et à l'âge de 38 ans, il crée donc cet hôpital à Lambaréné. Mais j'ai construit une nouvelle planète sur la base de son éthique de respect de la vie. Ça veut dire un respect de la vie qui englobe l'être humain, surtout l'être humain lorsqu'il est atteint de sa santé, lorsqu'il faut le secourir. Et s'il avait choisi d'aller à Lambaréné, c'est parce que le journal des missions de Paris décrivait la situation de la population du bassin de l'Ogooué comme étant la pire qu'on puisse imaginer sur la planète. C'était donc un défi qu'il s'était lancé d'aller auprès de ceux qui étaient dans la pire des situations. Et puis, son éthique du respect de la vie englobe aussi l'animal, qui est au service de l'être humain. Et il faut reconnaître que dans ce domaine, on a encore des progrès considérables à faire, et chez nous, et dans les continents du Sud. Encore dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler à la radio du Burkina Faso. Et là, j'ai décrit à la radio ce que je voyais dans la rue. Ça veut dire comment les poulets sont pendus vivants, la tête en bas au guidon des vélos, laissés devant des maisons en plein soleil, comment les animaux sont attachés, ficelés sur le toit des voitures, etc. Et après l'interview, les 2 jeunes journalistes qui me posaient les questions m'ont dit « mais on n'a jamais entendu parler de ça ». Et dernièrement, est née au Burkina Faso une association Albert Schweitzer pour le respect des animaux. Et puis l'éthique du respect de la vie, eh bien, c'est le respect de la nature, c'est le respect de l'environnement. Et là, eh bien, il faut reconnaître qu'on est dans une situation de plus en plus dramatique. Et c'est sur ce volet de l'éthique du respect de la vie que j'ai lancé, entre autres, ces différents ateliers, puisqu'on a maintenant 64 ateliers Attestar en Afrique, ateliers d'énergie solaire, de technologie appropriée dans une 12aine de pays d'Afrique. Et puis, j'ai lancé avec Jérémy Narby ces programmes pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, qui est donc le thème de ce soir. Et pourquoi est-ce qu'on a lancé ces programmes? Eh bien, parce que chaque seconde sur notre planète a une surface grande comme un terrain de football qui était planté d'arbres qui étaient en forêt et transformés progressivement en désert. Et ça veut dire qu'une surface grande comme la Grande-Bretagne est perdue chaque année. Ça veut dire que non seulement en Amazonie, mais également dans les continents du Sud, eh bien, on assiste à une progression de la désertification qui est absolument alarmante. Et il faut savoir que au-dessus des forêts, de ces forêts tropicales, se passe le phénomène qu'on appelle de thermoconversion. Ça veut dire que ces forêts transpirent de l'humidité, cette humidité monte en altitude, cette humidité freine les grands courants qui circulent en altitude. Et maintenant, avec le massacre de ces forêts, eh bien, cette thermoconversion se passe de plus en plus mal,
Alors ça provoque, ceci lié entre autres au réchauffement également de l'eau des océans, lié également à la pollution, eh bien, cela provoque ces immenses tourbillons que sont les ouragans, les cyclones, les typhons. Et par exemple, nos partenaires dans les Caraïbes, en Haïti, nous disent, mais il y a 30 ans en arrière, il y avait peut-être un cyclone tous les 4 ou 5 ans. Et maintenant, chaque année, il y en a 5, 6, 7 qui se répètent. Et seulement au mois de septembre, nos amis d'Haïti ont vécu 4 cyclones. Ils n'avaient pas le temps de déblayer les maisons de la boue, que déjà un nouveau cyclone arrivait et il fallait tout recommencer. La plupart de ces cyclones terminent leur course d'ailleurs sur les États-Unis. On a vu les conséquences à la Nouvelle-Orléans. Mais de temps en temps, ils peuvent même traverser l'Atlantique, ou une queue de cyclone peut traverser l'Atlantique. Et on a vu avec Lothar en 1999 qu'on ne va pas rester en dehors finalement des conséquences de ce massacre des forêts. Et je vous disais, ce n'est pas seulement en Amazonie. Lambaréné, au Gabon, lorsque je dirigeais l'hôpital, eh bien, lorsqu'on quittait Libreville, la capitale, pour aller jusqu'à Lambaréné, c'était 6h30 de piste dans une forêt superbe, dans des grandes futaies de 60-80 mètres de haut. Et dernièrement, ma femme et moi, on est retournés là-bas. Maintenant, ils ont fait une belle route goudronnée, on fait le voyage en 3 heures, mais il n'y a plus de forêt. Et le Gabon, à lui seul, fournit 2 milliards de mètres cubes de bois chaque année à l'Europe, à la Suisse. Et il vous suffit d'aller dans les forêts de chez nous, vous voyez partout qu'on gaspille le bois, et dans le même temps, on importe de plus en plus de ce bois tropical, sachant pourtant qu'on ruine ainsi et les forêts, finalement, l'avenir de nos enfants. Alors, face à cette situation, on a essayé, parce qu'on est plusieurs organisations quand même à être sensibles à cette situation, on a essayé, et vous vous souvenez que notre ami Bruno Manser a fait la grève de la faim devant le palais fédéral pour alerter nos autorités. Sur le plan de la Confédération, ça n'a servi strictement à rien, mais on s'adresse maintenant aux cantons et aux communes. Et il y a 7 cantons qui ont déjà signé l'engagement de ne plus utiliser de bois tropical pour tous les bâtiments publics. Le 7e à signer, c'est Saint-Gall. Et ils sont tous en Suisse allemande. Et puis il y a quelques 300 communes maintenant qui ont signé également cet engagement. Mais sur les 300 communes, il y en a plus de 200 en Suisse allemande. En Suisse romande, on sent que la démarche est beaucoup plus difficile à faire passer. C'est dire qu'il y a encore du travail dans ce domaine. Mais pour revenir à l'Amazonie, eh bien, pourquoi est-ce qu'on massacre cette forêt? Eh bien, parce qu'on a construit à travers la forêt de l'Amazonie des routes, comme la transamazonienne, et par ces routes, le surplus de population des côtes pénètre à l'intérieur, mais c'est des populations qui ne sont pas conscientes de la fragilité du sol. Vous savez, le sol de l'Amazonie, c'est 12 à 15 cm d'humus. Et ensuite, on arrive sur la latérite, cette terre rouge qui produit rien du tout, ou le sable, les pierres. C'est dire que dès qu'on coupe les arbres, qu'on découvre le sol, les pluies étant violentes, les pluies lessivent ce sol, et après 3, 4, 5 ans, l'érosion commence, et finalement, le sol est très rapidement perdu. Et alors, ces populations qui vont couper les arbres pour faire simplement leur culture, eh bien, déplacent ensuite les cultures et coupent de plus en plus loin. D'autre part, vous savez, vous vous souvenez peut-être, on avait vu les manifestations à la télévision, on a fermé les mines sur les hauts plateaux, par exemple les mines d'étain de Siglovente, de Potosi, en Bolivie. Eh bien, vous vous souvenez, il y avait 60 000 familles de mineurs qui avaient organisé une marche vers La Paz, la capitale, pour protester contre la fermeture de ces mines. Mais pourquoi est-ce qu'on a fermé les mines? C'est parce qu'on est passé chez nous des ustensiles de cuisine en étain à des ustensiles de cuisine en plastique. Donc il y a beaucoup moins d'amateurs d'étain, donc finalement l'étain n'intéresse bientôt plus personne. Et alors ces 60 000 familles de mineurs, qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Finalement le gouvernement les a pris de force, elle les a transportés de l'autre côté de la cordillère des Andes,
dans la forêt de l'Amazonie. Et pour survivre, eh bien, on coupe la forêt. Et puis, il y a eu également de graves sécheresses sur ces hauts plateaux, et là également, le surplus de population qui n'arrivait plus à vivre a été lui aussi porté de l'autre côté de la cordillère des Andes. Et puis, le gros problème aujourd'hui, et c'est un problème contre lequel on est souvent confronté dans nos efforts, c'est les cultivateurs de coca. Vous savez, la coca, c'est une plante traditionnelle pour les Indiens. L'Indien mâche volontiers quelques feuilles de coca, ça enlève la sensation de faim. Mais maintenant, les barons de coca installent de grandes surfaces de culture. Et par exemple, Roberto Suarez, le magnat de la coca en Bolivie, a une fortune personnelle plus importante que la fortune nationale de Bolivie. Et il possède des flottilles d'avions, il possède des pistes camouflées dans la forêt. Et lorsqu'on se heurte de tels personnages, eh bien, c'est difficile vraiment de manœuvrer. Ceci d'autant plus qu'on gagne 5 fois plus en cultivant la coca qu'en cultivant n'importe quoi d'autre. Donc, même les Indiens sont amenés petit à petit à couper les arbres pour faire ces cultures de coca. Mais on a remarqué que où on a planté la coca, après 6-7 ans, la terre est épuisée et il faut déplacer ces cultures, aller de plus en plus loin. Donc, lutter contre la drogue ici, c'est en même temps sauver les forêts là-bas. Et malheureusement, vous savez qu'il y a de plus en plus d'amateurs de cocaïne, donc on est là face à un problème qui est loin d'être résolu. Et puis, vous savez maintenant que suite au problème qu'on a connu chez nous de la vache folle, parce qu'on donnait de la viande avariée à ces animaux, et maintenant on n'ose plus donner ces produits empoisonnés, alors on a remplacé ça par le soja. Et pour avoir du soja, parce qu'on a continué quand même notre boulimie de viande dans nos sociétés occidentales, eh bien, pour avoir de la nourriture pour les animaux, eh bien, on fait des cultures de soja, et ceci au détriment de la forêt, surtout largement au Brésil. Et puis la dernière conséquence, eh bien, vous savez que maintenant, avec la crise énergétique, eh bien, on remplace de plus en plus le carburant des voitures par d'autres carburants à base, entre autres, de canne à sucre. Et pour avoir également cette canne à sucre, eh bien, on s'est mis à couper la forêt. C'est ainsi qu'on passe à un massacre qui était déjà de 70 200 km² il y a 10 ans à 750 000 km² aujourd'hui, sur une surface totale de 3 800 000 km². Ça veut dire qu'au rythme actuel, en l'an 2030, la moitié de la forêt sera anéantie, et en l'an 2050, il ne va plus rester grand-chose. Et on peut espérer que quand même on se réveille un peu avant, mais c'est pas évident. D'autre part, alors, on a choisi là-bas de travailler avec les Indiens. Pourquoi avec les Indiens? Eh bien parce que ce sont les seuls capables de vivre dans la forêt sans la détruire. L'Indien a une croyance en la Pachamama, la terre-mère, une croyance qui fait que quand il pioche la terre, qu'il laboure en coin de terre, il va s'excuser d'abord auprès de la terre qu'il va blesser. Il ne va pas couper la branche d'un arbre sans s'excuser auprès de l'arbre. L'oiseau, pour les Indiens, est sacré. C'est la relation entre les hommes et Dieu. Et je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces croyances des Indiens. Et d'autre part, quand on regarde comment ils cultivent, ils découpent à l'intérieur de la forêt des petites surfaces, 1 hectare et demi. Ils laissent des arbres tout autour, ils laissent quelques grandes futaies. Et après 2-3 ans, ils vont déplacer ces cultures. Ça veut dire que la forêt peut se régénérer. Et après 4-5 ans, on ne voit plus les surfaces utilisées par les Indiens. Alors le drame aujourd'hui, c'est que vous avez les colons qui viennent depuis l'extérieur, depuis les côtes, et eux ne sont pas conscients donc de la fragilité du sol. Ils découpent de grandes surfaces et assez rapidement, eh bien, ces surfaces sont perdues. Et en parcourant le haut du bassin de l'Amazonie avec ces Indiens, ils me montraient des collines, des montagnes, ils me disaient, mais vous voyez là-bas,
il y a 5 ans, c'était encore couvert d'arbres. Là-bas, il y a 10 ans, c'était verdoyant. Et vous voyez maintenant toutes ces montagnes, toutes ces collines qui sont rouges, nues comme le dos de la main. Et ces Indiens, c'est assez extraordinaire quand même, nous ont demandé de les aider, mais de les aider, ils n'ont pensé à replanter des arbres, à faire des pépinières, etc. Bon, c'est venu après coup, mais la première demande de ces Indiens, c'était d'avoir des titres de propriété. Parce qu'ils sont les premiers habitants, et on n'a jamais reconnu les surfaces occupées par les Indiens. Ça veut dire que vous pouvez aller devant la porte de l'Indien, vous pouvez couper les arbres, finalement, il n'a rien à dire. Et la première chose qu'on a fait là-bas, on a financé des géomètres, des géographes et des juristes, des géomètres qui ont découpé à l'intérieur de la forêt des grandes surfaces par tribus, par village, des surfaces de 20 000 hectares, 50 000 hectares, 100 000 hectares. Et ensuite, on a fait des titres de propriété. Et là, ce sont les juristes qui sont intervenus. Et ces titres ont été enregistrés auprès des gouvernements. Les gouvernements reconnaissent la propriété individuelle, mais simplement, ce travail n'avait jamais été fait. Et alors, entre autres, pour tourner ce film, on a été sur place. Ça a d'ailleurs été toute une aventure parce qu'on ne va pas sans autre là-bas. On est d'ailleurs passé d'abord à Lima, puis après de Lima, on est monté à plus de 5000 mètres d'altitude, et puis redescendu toute la vallée de l'Urubamba. Et on est descendu cette vallée sur une pirogue, avec un Indien, 2 poules devant, et puis Jérémy Darby, ma femme et moi, qui nous cramponnions derrière. Et on est passé, par exemple, à un endroit qui s'appelle le sanctuaire Machiganga. C'est des immenses rochers de 300-400 mètres de haut, et tout au fond, il y a la rivière avec des rapides. Et tout à coup, après avoir passé une première série de rapides, notre Indien se retourne et nous dit, vous voyez, la semaine passée, là, il y a une pirogue qui a tourné complètement fond sur fond, il y a eu 7 ou 8 morts. Alors, moi qui nage comme une clé anglaise, j'étais tout à fait rassuré. Bon, on est quand même arrivé finalement jusqu'à l'Amazone, mais moi j'imaginais l'Amazone comme un grand fleuve tranquille, et c'est vrai que c'est immense cette Amazone, mais alors l'Amazone transporte des arbres entiers, des branches, des troncs, et notre Indien avec sa pirogue est arrivé de nuit, il pleuvait, un orage pas possible, et il avait une lampe de poche, mais il n'y avait pas de pile dedans. Et alors il essayait de s'approcher, quand il voyait une lumière quelque part sur les bords, il essayait de s'approcher, puis il criait pour essayer de savoir où on se trouvait parce qu'il était perdu. Bon, on est quand même arrivé après 4 ou 5 heures, mais enfin c'était une tension assez vive. Et alors, en rencontrant les Indiens, j'ai vu que ces Indiens découpaient à l'intérieur de la forêt des tranchées de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres de large qu'ils plantaient d'arbres fruitiers, c'est-à-dire de théiers, de caféiers, etc., pour marquer la différence entre les surfaces qu'ils contrôlent et les surfaces qui sont en quelque sorte libres. Et d'autre part, alors, ils ont mis au point un système d'alarme. Ça veut dire que quand une tribu voit arriver tout à coup des colons, des gens qui veulent couper la forêt, eh bien, ils appellent les autres tribus à l'aide, ils ont des radios, et d'autre part, on a vu que même ce système est international, parce que quand la tribu des Yanomami, qui se situe au nord du Brésil, à la frontière entre le Brésil et le Venezuela, quand cette tribu, tout à coup, a vu arriver des chercheurs d'or qui jetaient du mercure dans la rivière, qui empoisonnaient les poissons, etc., eh bien, ils ont appelé à l'aide d'abord localement, puis après ils ont vu que ce n'était pas suffisant. Alors ils ont fait un appel international. Et à ce moment-là, on a vu que le vice-président des États-Unis, l'ancien vice-président Al Gore, est intervenu auprès du gouvernement du Brésil pour faire reculer ces chercheurs d'or. Donc on a vu que le système mis en route par ces Indiens, c'est un système quand même qui fonctionne assez bien. Et d'autre part, alors, on peut noter qu'après 20 ans d'engagement là-bas, on est parvenu ainsi à
faire ce qu'on appelle la titularisation de quelques 400 000 km², ça veut dire à peu près le 10% de la surface de l'Amazonie. C'est une surface grande comme la Suisse, l'Autriche et la Belgique ensemble. Et puis c'est un effort qu'on continue. Et d'autre part, alors on s'est mis aussi à faire des pépinières, à reboiser, mais on a calculé que ça coûte 1000 fois plus d'essayer de récupérer après coup des terres que de sauvegarder la forêt pour éviter que les terres soient victimes de l'érosion. Et on a essayé également de trouver des plantes qui remplacent la coca, parce que les principales destructions qu'on a remarquées, surtout au Pérou, en Bolivie, en Équateur, c'était dû à ces cultures de coca. Et on a trouvé l'achiote, par exemple, qui fournit des colorants, etc. Mais enfin, il y a là toute une étude qui se poursuit. Et d'autre part, alors à la demande de ces populations, on s'est mis aussi à former, organiser des séminaires, des cours de formation des enseignants, de formation bilingue. Ça veut dire qu'il faut absolument sauvegarder les langues de ces Indiens, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est parce qu'ils conservent leur langue que finalement ils conservent également toutes leurs coutumes et qu'ils sont des pionniers de la sauvegarde de cette forêt. Mais en même temps, il faut permettre aux jeunes, aux enfants, d'apprendre une langue qui permet les contacts avec l'étranger, ou bien le portugais au Brésil ou l'espagnol dans les autres pays. Et là, on a développé également tous ces secteurs de formation. Mais quand on est engagé là-bas, ce qu'on remarque, comme d'ailleurs en Afrique, en Asie et ailleurs, c'est que celles qui sont les plus actives, les plus dynamiques, les plus motivées, ce sont les femmes. Et c'est les femmes qui portent aujourd'hui cette lutte pour la sauvegarde de la forêt. Ces femmes, comme en Afrique, comme dans les continents du Sud, ont un mérite considérable, parce que bien souvent, quand on regarde dans les écoles, on voit qu'il y a plus de garçons que de filles. On voit que bien souvent, la fille, elle est analphabète, alors que le garçon a la chance d'aller à l'école, etc. Et ce sont ces femmes, quand même, qui prennent les choses en main. C'est elles qui gagnent cet espace de liberté et de responsabilité. C'est elles qui, aujourd'hui, portent ainsi le grand espoir dans ces continents du Sud. Souvent, en rentrant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, je dis, mais c'est les femmes qui vont aujourd'hui sortir la planète de l'ornière, et c'est les femmes qui vont vraiment sauver le monde. Alors, on me rit encore au nez où on a un certain sourire, mais je crois que progressivement, on en prend conscience. Et d'autre part, alors, c'est intéressant de voir, d'étudier l'histoire de ces populations indiennes, parce que j'ai eu la chance, pendant une bonne partie de la guerre du Vietnam, d'être en charge des équipes médicales de la Croix-Rouge dans ce pays. Et j'ai séjourné pendant 2 ans et demi dans les montagnes du Vietnam, parmi ce qu'on appelle là-bas les montagnards, des minorités qui sont des parents des Indiens de l'Amérique du Sud. Et avec entre autres des chercheurs qui étaient sur place, comme Jacques Dourne, j'ai été intéressé à l'ethnographie de ces populations. Et il semble que ces populations, qui sont les premiers habitants des côtes de l'Asie, on a retrouvé des traces, en tout cas, qui remontent à plus de 20 000 ans. Mais il semble qu'il y a quelques 10 000 ans à peu près, suite à une période de glaciation, les populations ont vu arriver, venant du nord, d'autres peuples. C'est par exemple au Vietnam, les royaumes de Champa, c'est les Khmers qui ont pris possession du Cambodge, c'est les Thaïs qui ont pris possession de la Thaïlande, en Birmanie, c'est les Tchans. Et ensuite, il y a ces premiers migrants ont bousculé les montagnards qui ont gagné d'une part les hauts plateaux, d'autre part sont plus ou moins aménagés avec ces populations, puis d'autre part sont également partis vers le sud, ont atteint des îles comme les Philippines. C'est pour ça que dans les montagnes des Philippines, on trouve les Igorot, qui sont des populations qui ont taillé des terrasses de riz pour survivre dans les montagnes, qui sont vraiment des cathédrales de terre et d'eau.
Puis d'autres populations sont descendues par la Malaisie, sont arrivées sur l'Indonésie, ce sont les Dayak à Bornéo, ce sont les Bataks ou les Aceh à Sumatra, ce sont les Tujaros sur les Celebes. Et puis d'autres ont continué encore, ont atteint les îles du Pacifique, ce sont les Maoris. Et puis il semble qu'il y a quelques 2000-2500 ans sont arrivées de nouveau des populations descendues du nord. Alors là, ce sont les Vietnamiens, ce qu'on appelle aussi les Annamites, qui ont pris possession des côtes du Vietnam. Et puis ce sont, par exemple, en Birmanie, les Birmans qui ont pris possession de toute la vallée de l'Irrawaddy et qui ont bousculé les premiers habitants. Et ça a accéléré encore ce mouvement de migration. Mais on pense ainsi que c'est depuis les îles du Pacifique qu'il était possible de peupler l'Amérique du Sud. Ça, c'est une des théories qui a été défendue, entre autres, par l'ethnologue norvégien Thor Heyerdahl. Et vous vous souvenez peut-être, il a écrit un livre qui s'appelait « L'expédition du Kon-Tiki » pour montrer qu'il était possible de traverser le Pacifique en radeau. Et puis, l'autre théorie voudrait que les populations soient passées par le nord de l'Asie, par le Kamchatka, le détroit de Bering, soient redescendues sur les Amériques, et d'où les peaux rouges du Canada, des États-Unis, etc. Et ces théories n'ont jamais été vraiment contrôlées, c'est très difficile, mais depuis maintenant 3 ans, on a trouvé dans le nord du Pérou des restes, entre autres, de pyramides qui sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte, mais des restes surtout d'habitats qui sont plus anciens que l'habitat des Numériens, que les habitats qu'on a pu retrouver en Afrique. Et alors on se demande aujourd'hui si le berceau de l'humanité, au lieu de penser que c'était en Afrique ou au Proche-Orient, ce n'est pas en Amérique du Sud. Alors bien sûr que c'est une nouvelle théorie, et tout ça demande à être confirmé aujourd'hui. Mais enfin, c'est intéressant de voir ainsi qu'il y a des études qui se poursuivent dans ce domaine. Maintenant, c'était en 1991, on a célébré le 500e anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Il faut savoir quand même qu'il y avait déjà 90 millions d'habitants en Amérique à l'arrivée de Christophe Colomb, qui n'a rien découvert du tout, sinon qu'il s'était trompé, puisqu'il pensait arriver en Inde et il arrivait dans le nord d'Haïti. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que 50 ans après l'arrivée des Européens dans la foulée de Christophe Colomb, des 90 millions d'habitants, la moitié avait été ou bien massacrée, parce qu'on venait chercher l'or et l'argent, on ne venait pas retrouver ou fraterniser avec les populations, et la moitié de cette population avait été anéantie. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, et surtout parmi les Indiens, on n'a pas du tout célébré ce 500e anniversaire de cette découverte, au contraire. Mais il faut reconnaître quand même que quand on visite ces populations, ça redonne confiance en la vie, ça redonne le sens de l'espérance, parce qu'on voit ces Indiens qui en veulent, qui s'accrochent parfois avec la force du désespoir, et je crois qu'on peut leur faire confiance. Et d'autre part, puisque me revient à l'esprit cette pensée de Raoul Follereau, puis ça me permet de saluer la secrétaire générale de l'association suisse, Raoul Follereau, eh bien cette pensée de Raoul Follereau qui dit que tant qu'il y a sur la terre des humains qui ont faim, qui ont soif, qui sont martyrisés, eh bien personne n'a le droit de se taire ni de se reposer. Vous avez parlé de cet hôpital Albert Schweitzer. Est-ce qu'il fonctionne sur le même modèle que l'hôpital Albert Schweitzer au Gabon? Oui, donc c'est un médecin suisse d'origine, d'ailleurs, Binder, qui s'est imprégné des méthodes d'Albert Schweitzer, qui est allé le trouver à Lambaréné, et ensuite qui a copié la façon de construire les bâtiments, la façon d'organiser l'hôpital, etc. Il a copié ça sur Albert Schweitzer et il a appelé son hôpital l'hôpital Albert Schweitzer de l'Amazonie.
Il s'est passé la même chose avec le fondateur de l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti, qui est un médecin alors américain, qui lui aussi est allé d'abord en Lambaréné avant de créer l'hôpital Albert Schweitzer des Chapelles en Haïti. Et puis pour l'Inde, pour la Corée, c'est également la même chose. Donc on voit que le rayonnement d'Albert Schweitzer, finalement, est très peu connu, mais touche maintenant, en tout cas, 22 pays dans tous les continents. Est-ce que le savoir des guérisseurs locaux a accès dans un hôpital comme celui dont vous avez parlé? Oui, alors là, c'est à souligner parce que pratiquement le tiers des médecins de l'hôpital sont en même temps des guérisseurs de la forêt. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait des études sophistiquées de médecine, mais ils ont une pratique de guérisseurs de la forêt. Et il y a un échange permanent. C'est assez formidable. Ça va beaucoup plus loin que l'hôpital Schweitzer de Lambaréné, où là, nos médecins européens d'abord, puis maintenant gabonais, méprisent encore les guérisseurs. Tandis qu'en Amazonie, c'est assez extraordinaire de voir l'échange permanent qui se passe dans cet hôpital.